Savez-vous ce qu'il se passe dans les crèches où vos enfants ou les enfants proches de vous passent l'essentiel de leur temps? Ses parents la récupèrent un soir, avec des traces rouges autour de l'œil gauche. Malheureusement, pas toujours. C'est ce qu'a démontré ces dernières années les révélations de maltraitance dans les crèches privées, avec un groupe particulièrement mis en cause, People and Baby. La parole s'est libérée suite au drame de Lyon. Une fillette de 11 mois est morte après avoir été empoisonnée au desktop par une employée de crèche. 10 jours après la mort d'un bébé de 11 mois dans une crèche People and Baby à Lyon, on apprend ce matin par nos confrères de BFM Lyon que la métropole de la ville a demandé à la préfecture du Rhône une fermeture administrative de la structure. Depuis, les témoignages se multiplient et plusieurs plaintes ont été déposées. Je vois des actes de maltraitance au sein de ma crèche. J'ai déjà vu une de mes collègues secouer un enfant par les épaules parce qu'il ne voulait pas arrêter de pleurer. J'ai déjà vu la même collègue mettre un gant plein d'eau sur le visage d'un enfant, pareil, parce qu'il ne voulait pas arrêter de pleurer. Vu les conditions de travail dans lesquelles on est, on ne peut pas faire en sorte que les enfants soient épanouis au quotidien. C'est pas possible. Après avoir enquêté sur les dysfonctionnements des EHPAD au sein du groupe Orpea, Victor Castanet publie une nouvelle enquête, Les Ogres, qui révèle un vaste système de maltraitance qui se fait au détriment des enfants, des salariés des crèches et de l'argent public. Il le dit. Le scandale des crèches, tout comme celui des EHPAD, raconte la façon dont la société traite les plus vulnérables d'entre nous. Nos enfants sont en danger, nous sommes tous concernés. En quelques semaines, le livre a déjà provoqué une onde de choc, médiatique, mais aussi politique. L'auteur a été auditionné par le Sénat et de nombreux parlementaires. En revanche, il y a un point où vous pouvez faire concurrence et où ça fait toujours plaisir au maire, c'est le prix. Dans cette enquête, Victor Castanet met également en cause Aurore Bergé sur sa proximité avec le lobby des crèches privées. Celle qui était alors en première ligne, puisque ministre des Solidarités et de la Famille entre juillet 2023 et janvier 2024, a décidé de porter plainte contre le journaliste en diffamation. Est-ce qu'il dit vrai? Non. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs une plainte a été déposée par mon avocate en diffamation hier, parce que je n'accepterai pas que mon nom puisse être sali. En réponse, il a décidé de rendre publics plusieurs documents qui attestent ces révélations. Alors, dans le livre, évidemment, tous ces éléments sont compilés. C'est juste que comme elle mettait en cause la véracité de ces preuves, j'ai décidé de les rendre publiques pour qu'il n'y ait aucun doute. Il y a les dates, les différents destinataires. Alors, quelle est l'étendue du scandale qui concerne les crèches privées et notamment People and Baby ? Comment un tel système a-t-il été rendu possible? Et que faudrait-il aujourd'hui pour mettre fin à ce système low-cost et mieux protéger les enfants et les salariés? Réponse dans cet entretien Blast avec Victor Castanet. Victor Castanet, bonjour. Bonjour et merci beaucoup de m'inviter. Merci à vous d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, vous êtes journaliste d'investigation, vous êtes connu pour votre livre d'enquête Les Fossoyeurs, qui est sorti en 2022, sur les dysfonctionnements généralisés au sein des EHPAD du groupe Orpea. Vous avez reçu le prix Albert Londres pour ce livre, qui a aussi provoqué un séisme. Vous revenez 2 ans plus tard avec une nouvelle enquête, Les Ogres. C'est un livre qui se lit presque comme un thriller et qui porte sur le système qui maltraite nos enfants, les crèches privées et une en particulier. Il est paru le 18 septembre et il a déjà provoqué aussi une onde de choc. Avant d'en venir justement à tout ce que ce livre a généré de réactions, à la plainte aussi qui a été déposée contre vous par Aurore Bergé, j'aimerais commencer par le début, et le début de votre livre, justement. Vous recevez le tout premier mail d'alerte sur les crèches privées le 7 février 2022, juste après la publication de votre livre Les Fossoyeurs, et à ce moment-là, vous êtes submergé par des milliers de messages sur les dysfonctionnements dans d'autres secteurs que celui des EHPAD, l'handicap, la protection de l'enfance, l'accueil des migrants, la psychiatrie, mais il y en a énormément qui concernent les crèches et qui concernent surtout celles qui sont tenues par le groupe People and Baby. Et vous vous posez une question simple, comment est-ce qu'un tel scandale peut toucher les crèches alors que les parents s'y rendent 2 fois par jour? Comment est-ce que ce livre il s'est imposé à vous? Ouais, alors c'est vrai que, un peu comme d'ailleurs ma première enquête sur Orpea, j'y suis allé non pas à reculons, mais avec un doute sur l'ampleur, la gravité du scandale qu'on voulait bien me décrire à l'époque, en me disant effectivement... j'avais le souvenir, ma fille avait alors 3 ans, je crois qu'on a arrêté la crèche, et effectivement, vous allez chercher votre enfant tous les jours, et vous la déposez tous les jours, donc c'est difficile d'imaginer qu'il puisse avoir des cas de maltraitance graves, généralisés, alors que dans le secteur des EHPAD, c'était d'ailleurs un des sujets d'Orpea, il y avait une sorte de culpabilité des familles parce qu'elles n'allaient pas souvent voir. Exactement. Et donc, il y avait ça. Après, j'ai pu comprendre, en faisant mon enquête,
pourquoi c'était possible. Parce que bien souvent, la maltraitance, avant de laisser des marques, prend plein d'aspects. Elle est psychologique, ça peut être des humiliations, ça peut être des punitions, ça peut être beaucoup de choses. Vous parlez même avant d'une que- crèche où on commente le physique des enfants en se moquant d'eux. Exactement. Et donc, cette enquête, effectivement, elle part, comme souvent, d'alertes de professionnels de la petite enfance, notamment dans une crèche qui est située à Aix-en-Provence, qui appartient au Petit Chaperon Rouge, qui est on en parlera sûrement, une délégation de service public. C'est un peu particulier, c'est une crèche municipale qui a été confiée après un appel d'offres à un groupe privé. Et c'est une équipe de crèche, c'est toute l'équipe qui m'écrit en me disant on vient de lire votre livre des Fossoyeurs et on a l'impression que vous parlez de nous. Que en fait on vit les mêmes dérives au sein de notre secteur de la petite enfance, avec ces logiques d'optimisation, notamment sur les coûts. Elle me raconte que récemment, il y a une réduction des commandes de repas de 5%. Elle voit que ça a changé aussi sur la manière de recruter, avec des gens qui baissent en compétences. Et elle me parle aussi d'une notion que j'avais découvert au sein d'Orpea, qui est le TO, le taux d'occupation, où elle me raconte que leur directrice a depuis quelque temps l'obsession du taux d'occupation. Donc elles font ce parallèle. Et très vite, effectivement, je reçois beaucoup de mails qui concernent le secteur des crèches, la majorité sur le groupe People and Baby. Et le sujet s'impose à moi pour plein de raisons, parce que ça me semble être la continuité logique de mon travail, d'aller à l'autre bout du spectre aussi, de passer du grand âge à la petite enfance. Et parce que si je dois avoir un fil rouge pour l'instant dans mon travail d'investigation, c'est celui de la vulnérabilité. Parce que j'ai le sentiment, en faisant ce travail-là, que je sais pas, mon rôle de journaliste prend tout son sens, parce que c'est essayer de défendre des populations qui n'ont pas toujours la capacité de s'exprimer, de se défendre, de raconter ce qu'ils ont vécu, que ce soit des personnes âgées qui ont des problèmes cognitifs, qui sont en perte d'autonomie, ou des enfants. Et donc c'est là où j'ai l'impression que ce travail d'investigation, et in fine pas de porte-parole mais de porte-voix, a le plus de sens. Et vous le dites d'ailleurs que justement, cet exemple des crèches privées, c'est l'exemple le plus caricatural des ravages que peuvent provoquer la privatisation et la financiarisation à outrance d'un secteur. Il faut le dire aussi pour voir la réalité que ça représente, c'est-à-dire que les crèches privées, elles représentent 20% des crèches aujourd'hui, mais 90% des nouvelles places. Et c'est un peu tout le problème face auquel on est. En fait, moi, j'essaye, dans mon travail d'investigation, de pas dire que dans le privé, tout dysfonctionne et que dans le public, tout fonctionne, parce que c'est pas le cas. Parce qu'il y a des sujets, on en parlera, mais le sujet du low cost, il transcende la question du privé. En fait, cette dynamique du low cost, elle touche aussi les acteurs associatifs. Et la question du mode de financement, pareil, elle dépasse le cadre du privé. Et il y a aussi, et il faut le voir, des lignes de fracture entre les principaux opérateurs privés que j'essaye de décrire avec des stratégies de développement différentes. Donc, j'essaye de pas schématiser, parce que sinon, ce serait occulter des responsabilités. Ce serait un peu trop simple de dire que la responsabilité est seulement le fait de People and Baby ou de quelques acteurs. Il y a aujourd'hui une dynamique de low cost qui implique les pouvoirs publics, et il y a une responsabilité de l'administration française dans le mode de financement. En revanche, à l'inverse, ce serait une erreur aussi de penser qu'il n'y a pas un problème de modèle économique, parce qu'il y a, de ce que j'ai pu moi rapporter comme élément, des logiques de développement dans le privé qui se font au détriment de la qualité des structures. Et People and Baby en est un, mais cette logique de développement à marche forcée qui s'est fait avec des niveaux d'endettement colossaux, quasiment d'1,5 milliard d'euros, avec des fonds de dette étrangers, pas des fonds d'investissement, pareil, on en parlera, des taux d'intérêt très importants, et qui, au final, se sont faits au détriment de la qualité des structures, parce qu'on a fléché tous ces investissements pour le rachat de groupes, mais on n'a pas consolidé les fonctions RH, la maintenance, tout un tas de sujets. Eh ben, si on ne questionne pas ça, ces logiques de financiarisation, de développement, d'endettement, on passe aussi à côté du sujet.
Oui, et justement, ce que vous dites, c'est que le groupe People and Baby, c'est à la fois le symbole et le symptôme d'un système à la dérive. Donc, c'est révélateur de quelque chose. Alors, on entend souvent qu'il faut éviter d'en arriver à un drame pour réagir. Malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé en juin 2022, donc avec une petite fille de 11 mois qui a été empoisonnée par une salariée de People and Baby avec du Desktop à Lyon. Et la mort, justement, de cette petite fille a libéré la parole dans un premier temps sur les maltraitances dans les crèches de ce groupe. Est-ce que vous pouvez raconter ce qui s'est passé et en quoi justement c'était prévisible, parce que c'est ce que vous montrez aussi dans votre enquête. Alors, ça me paraît être effectivement un élément qui est très signifiant. Et il est évidemment dramatique. Il a secoué le groupe People and Baby, il a secoué l'ensemble du secteur. Et il a entraîné d'ailleurs une réponse à ce moment-là du ministre de l'époque, Jean-Christophe Combe, qui a commandé un rapport IGAS qui a été in fine assez sévère sur le fonctionnement du secteur de la petite enfance. Ce que j'essaye de rapporter, qui n'avait pas été mis au jour avant, c'est la responsabilité du groupe. Moi, c'est toujours ce qui m'intéresse. J'essaye de sortir du fait divers, du local, d'incidents vraiment localisés pour montrer comment le système derrière a une responsabilité. Quand vous discutez avec les fondateurs de People and Baby, Christophe Durier et Odile Broglin, ils vous expliquent que c'est un fait divers, le fait d'une femme qui a pété un plomb et que les pratiques du groupe People and Baby ne sont pas en cause. Et d'ailleurs qu'ils ont été exonérés de leur responsabilité par les autorités de contrôle après enquête. Ce que je raconte, moi, c'est que ce que j'ai découvert, c'est que cette femme en question, cette professionnelle, avait été embauchée quelques mois plus tôt par un autre groupe, en l'occurrence le groupe Babylou, qui a des règles de fonctionnement et notamment des règles RH différentes. Et c'est pour ça que c'est intéressant de comparer et de voir l'incidence que ça peut avoir. Bon, j'ai discuté avec notamment la directrice qui l'avait embauchée et j'ai pu avoir accès à son planning sur toute une semaine. Il se trouve qu'elle a été embauchée et elle a été sortie des effectifs au bout de 5 jours. Parce que le premier jour, il a été constaté qu'elle arrivait en retard. Le deuxième jour, elle a laissé un enfant seul sur une table allongée. Le troisième jour, il y a les auxiliaires qui se plaignent de son comportement qui est pas professionnel, du fait qu'elle fait mal les transmissions, qu'elle communique mal avec les enfants. Enfin, on se rend compte qu'elle n'est pas faite pour ça. Et donc, il y a ce travail RH qui est effectué et elle est sortie des effectifs. On considère qu'elle n'est pas faite pour ce métier. Chez People and Baby, où il y a beaucoup moins d'investissement RH, et ça coûte très cher, l'investissement RH, elle est embauchée et en fait, elle reste pendant des semaines et plusieurs mois et il n'y a aucune alerte particulière. Le groupe ne fait pas ce travail-là de recrutement, puis ensuite d'accompagnement et de remontée d'informations. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a des règles, par exemple chez Babylou, où la directrice en question m'explique que elle n'a pas droit de laisser seule une professionnelle qui a moins de 2 ans d'expérience en collectivité. Et que donc, une novice ne peut pas ouvrir et fermer une crèche, ne peut pas se retrouver seule avec un enfant. Ce qui, évidemment, ne permet pas de manière absolue d'éviter tout incident, mais il minimise extrêmement les risques. Et bien là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a laissé une personne novice, qui a priori n'était pas fait pour ce métier, seule avec un enfant. Donc, il y a... Et en plus, en train de faire le ménage, parce qu'en fait, c'est parce que cet enfant s'est accroché à sa jambe qu'elle lui a mis du Desktop sur le visage et qu'elle lui a forcé à ingérer Et en plus, effectivement, elle faisait le ménage, donc elle devait faire plusieurs tâches en même temps. Donc, il y a ce sujet-là, mais il y a vraiment le sujet RH, du recrutement, des remontées d'informations, de la communication entre le terrain et le siège. Et d'ailleurs, chez People and Baby, il y a beaucoup d'exemples de ça. Je raconte... Et là encore, c'est très signifiant, le témoignage d'une directrice toute jeune qui s'appelle Anna Cauchy et qui a décidé de témoigner en son nom. Bon, elle raconte quoi ? Elle raconte qu'elle travaillait dans le secteur de la psychiatrie. Elle a 25 ans et elle passe un diplôme de management pour devenir directrice de structure. Et elle rêve de travailler donc dans la petite enfance. Elle voit une annonce People and Baby, elle postule, très vite elle se fait rappeler. Et elle explique au téléphone qu'elle n'a aucune expérience et qu'elle ne se sent pas de devenir directrice comme ça du jour au lendemain et qu'il faut qu'elle soit accompagnée. Donc on lui dit qu'elle sera accompagnée, elle quitte tout, elle arrive à Paris,
elle prend son poste, et c'est l'ouverture d'une crèche. Et là, elle me raconte qu'en fait, elle se retrouve seule le premier jour avec une auxiliaire qui a encore moins d'expérience qu'elle, qui a moins de 20 ans, qui n'a jamais changé une couche de sa vie. Donc, elle me dit, on est là, seul, absolument pas accompagné par le siège. On arrive à joindre personne. On nous avait promis que je serais accompagné d'une directrice, je suis seule. Et elle va devoir gérer l'accueil des parents, le fait de s'occuper des enfants, la gestion des contrats, l'allumage des frigos, des fours, tout un tas de sujets alors qu'elle n'a aucune expérience. Et elle raconte qu'à la fin de cette semaine, elle a décidé de démissionner et de quitter le secteur de la petite enfance. Parce que elle sentait qu'il pouvait avoir un incident, voire un drame, parce qu'elle n'avait pas les compétences pour le faire et pas l'accompagnement. Bon, ça raconte les défaillances importantes de ce groupe au niveau RH. Et d'ailleurs, ça raconte un peu plus que ça. Ça raconte aussi une des raisons des problèmes d'attractivité du secteur et de la pénurie de personnel. Il y a un certain nombre d'acteurs qui vous disent on a du mal à recruter, on est face à une pénurie de personnel. Donc, en gros, c'est pas toujours de notre faute s'il n'y a pas assez de postes dans nos structures. Moi, je raconte qu'il y a une responsabilité aussi d'un certain nombre de groupes qui, par leur pratique, ont fait fuir les professionnels. Si ces professionnels sont mal payés, peu valorisés, et qu'en plus de ça, ils ont l'impression d'être mis dans un engrenage qui les met elles-mêmes dans une position de vulnérabilité et qui met des enfants en danger, elles quittent ou elles ne viennent pas travailler. Donc, évidemment, ce genre de pratique d'optimisation, et notamment d'optimisation de la masse salariale, il a des incidences sur l'attractivité du secteur. Oui, et d'ailleurs, vous en racontez beaucoup des exemples comme ça, notamment justement d'une femme qui se retrouve avec 5 bébés toute seule et qui raconte qu'elle est en train de donner le biberon à l'un des bébés, que tous les autres pleurent autour d'elle, qu'elle ne sait même plus comment gérer ça. Enfin, on va y revenir. Justement, pour revenir à ce qui s'est passé à Lyon, donc quelques mois après ce drame-là, en septembre 2023, il y a 2 livres d'enquête qui sortent sur les crèches privées, donc Babyzness et Le Prix du Berceau. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte d'une réunion de crise en visioconférence de la Fédération française des entreprises de crèches, qui comprend en fait à peu près toutes les crèches privées sauf People and Baby. Et cette fédération s'inquiète en fait du retentissement possible de ces livres. Et la réunion, justement, elle commence à nous raconter comment Aurore Bergé, qui était alors ministre des Solidarités et de la Famille, a mis en place un pacte de non-agression avec ce lobby des crèches privées. Et vous racontez plus tard à quel point ça allait encore plus loin, puisqu'elle est même allée jusqu'à tenter d'empêcher la tenue d'une commission d'enquête parlementaire sur les crèches privées. Justement, est-ce que vous pouvez expliquer, parce que c'est un peu au cœur de l'actualité en ce moment, quelle est la responsabilité d'Aurore Bergé dans cette affaire ? Alors, ce que je découvre à ce moment-là, notamment en ayant accès à cette réunion confidentielle entre en fait les membres du conseil d'administration de la fédération. Donc là, il n'y a pas tous les membres de la fédération, il y a vraiment les membres les plus importants. Et donc, je suis là au cœur de leur discussion. Et il y a notamment une femme qui s'appelle Elsa Hervy, qui est la déléguée générale de la fédération, donc c'est elle qui représente en gros les crèches privées en France, et qui explique qui fait comprendre qu'elle a des échanges réguliers et assez étroits avec la ministre Aurore Bergé qui vient d'être nommée, et que elles ont passé une sorte de pacte, moi j'appelle ça de non-agression, le pacte des loups, où elle explique en gros aux membres de la fédération, on m'a demandé de vous dire de ne pas trop taper sur la politique gouvernementale de la petite enfance, en gros soutenir la ministre. C'est d'ailleurs ce qu'ils vont faire. Dans les semaines qui viennent, la fédération va régulièrement faire des communiqués pour soutenir la ministre. En contrepartie de quoi, le gouvernement, Aurore Bergé en particulier, saura faire preuve d'une certaine bienveillance à leur égard et fera passer des messages. Et ils expliquent, notamment dans ces discussions confidentielles, qu'ils ont la capacité de copiloter les annonces de la ministre. Et donc, ils vont notamment faire passer des notes de la fédération à la ministre. Et quand vous reprenez ces interventions sur les plateaux, et notamment une de ces interventions sur la matinale de BFM, il y a des éléments, effectivement, beaucoup des éléments qui sont repris de cette note, où il est notamment indiqué que ça n'a absolument rien à voir avec le scandale Orpea,
qu'il y a un certain nombre de points qui mettent en avant, comme les contrôles, etc., qu'il ne faut surtout pas mettre en cause le modèle économique. Tout ça, c'est des messages qui portent et qui sont portés par la ministre. Est-ce que le modèle n'est pas un modèle qui entraîne mécaniquement ces dérives ? C'est possible si et seulement si on met des garde-fous. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que la question, elle n'est pas juste le modèle économique. Ce que je dis, c'est que c'est notre responsabilité qu'il y ait des contrôles. Ce que je dis, c'est qu'on va le faire main dans la main avec les départements pour garantir que ces contrôles existent, pour garantir que ces systèmes d'alerte existent. Et ce que je dis, enfin, c'est que pour la première fois, on va pouvoir contrôler, parce qu'on change la loi, les grands groupes privés directement sur leurs pratiques. Et donc, il se félicite de ça. Et en fait, j'ai ces éléments-là qui déjà sont assez explicites. Et ensuite, je vais avoir le même son de cloche du côté du cabinet, c'est-à-dire des membres de son cabinet, qui m'expliquent qu'eux-mêmes se sont sentis extrêmement mal à l'aise, et c'est un euphémisme, parce qu'ils ont découvert que la ministre échangeait régulièrement avec Elsa Hervy, et elles avaient même mis en place toutes les deux un plan de communication où la ministre disait à Elsa Hervy quand intervenir sur les plateaux télé. Et il y a d'ailleurs un message où Elsa Hervy envoie à un collaborateur de la ministre « Bon, je préempte les plateaux télé à partir de jeudi, comme vu avec ta ministre. Tu vois, j'obéis, ça te change. » Et donc, il y a un certain nombre de messages comme ça. Il va aussi me transmettre un autre mail qui date d'août 2023, juste après sa prise de poste, qui est lui aussi éloquent. C'est que Elsa Hervy envoie un mail au cabinet en expliquant qu'elle vient de répondre à une interview des Échos pour dire tout le bien qu'elle pensait de la nouvelle ministre. Et donc, la directrice de cabinet transfère ce message à Aurore Berger qui vient d'être nommée en disant « Bon, on est un peu surpris, elle semble s'être assagie. » Et Aurore Berger répond à ça « C'est surtout une très bonne copine, elle sera très aidante avec moi. » Et il y a toute une série d'éléments que j'ai décidé d'ailleurs de rendre public. Suite à ces éléments que j'ai publiés dans le livre, Aurore Berger a décidé de porter plainte et de médiatiser le fait qu'elle portait plainte, en expliquant que ces éléments étaient faux, ces messages tronqués, qu'il n'y avait pas de mail. Oui, elle dit qu'elle n'a pas repris d'ailleurs les termes de la note dont vous parliez, qu'elle parle de sa mère qui a pleuré parce que son nom était sali, etc. Enfin, c'est vrai qu'elle en a beaucoup parlé dans les médias récemment. Donc vous voyez déjà, quand vous ne divulguez pas les échanges, mais que vous divulguez des échanges qui parfois ont été caviardés, modifiés, tronqués, c'est un problème. On m'accuse d'avoir donné une interview en disant que j'aurais repris mot pour mot, soi-disant une note qu'on m'aurait envoyée. Oui. Ben, c'est assez simple, il suffit de prendre la note qui m'a été envoyée, pas d'ailleurs à moi, mais à mon cabinet, et le script de l'interview, pour voir que c'est tout, sauf du mot à mot. Je crois que je suis assez grande pour savoir ce que j'ai à dire. Elle en a beaucoup parlé, donc elle a annoncé qu'elle avait déposé une plainte. Et comme elle met en doute, elle met en cause la véracité de ces éléments en expliquant qu'il n'y a pas de mail, que ces échanges n'ont jamais eu lieu, j'ai décidé d'en rendre public certains. Donc j'en ai rendu public 3, celui où elle explique... Donc qui sont sur le site de France Info. Ouais. Exactement, où elle explique que c'est surtout une copine et qu'elle sera très aidante, où elle parle de la fédération en disant « ce sont mes meilleurs alliés ». Il y a toute une série de messages assez explicites. Et en fait, ce qu'il faut dire, là où ça montre la gravité de la situation, c'est qu'il y a un certain nombre de collaborateurs qui ont décidé de quitter le cabinet de la ministre à l'époque parce qu'ils avaient l'impression que la ministre leur demandait de répondre à des intérêts particuliers, ceux de la Fédération des crèches privées, et non pas de répondre à l'intérêt général. Eux, leur sujet, c'est pas d'être pour ou contre la Fédération des crèches privées. C'est simplement, ce n'est pas un allié. La ministre ne peut pas être la courroie de transmission des demandes de la fédération. Et donc, ils avaient, eux, l'impression de plus faire leur travail en ayant cette boussole de l'intérêt général. Et donc, il y a 5 collaborateurs qui sont partis. Ça dit la gravité de cette situation qui dépasse juste le plan de com réalisé en duo.
Un témoignage d'ailleurs qui n'a pas dû beaucoup plaire à Aurore Berger, c'est celui d'un de ses collaborateurs de l'époque. Donc je rappelle, elle était ministre de juillet 2023 à janvier 2024, qui parle aussi d'une ambiance de travail toxique, de logique de punition et de rabaissement, du fait que Aurore Berger pouvait par exemple arrêter d'adresser la parole à une personne pendant plusieurs semaines parce qu'il y avait une chose qui l'avait contrariée, ou exclure une personne d'une réunion de travail qu'elle avait elle-même organisée, ou encore l'humilier en public. Vous parlez aussi du fait que Aurore Berger aurait tout fait finalement pour être à ce ministère, pour prendre la place de Jean-Christophe Combe. Est-ce que vous ne pensez pas que ça a pu aussi jouer dans le fait qu'elle veuille porter plainte aujourd'hui ? Alors oui, il y a plein d'éléments, il y a de témoignages et de documents qui questionnent la manière dont elle a obtenu ce poste et la manière dont elle s'est comportée ensuite avec la Fédération des crèches privées. Et mon sujet, c'est vraiment dans ce livre, les enfants et les différentes dérives contre lesquelles il faut se battre. C'est ça mon sujet. Mais pourquoi il était intéressant de parler de ça ? Parce que, en fait, quand vous faites ça, quand vous faites de la communication, vous ne faites pas de la politique. Quand vous faites de la communication, vous arrivez à éteindre un incendie de manière assez efficace. Et à la fois pour elle et pour la Fédération des crèches privées, ça a été assez efficace puisque en quelques jours seulement, le scandale s'est éteint. En revanche, on n'a pas fait de la politique, donc on n'a pas réglé les problèmes de fond qui sont les dérives d'un opérateur comme People and Baby, qui n'ont fait que s'amplifier depuis septembre 2023. La dynamique du low-cost, les problèmes structurels comme le mode de financement, tout ça n'a pas été traité. Mais alors justement, Aurore Berger dit qu'elle a tout fait pour revaloriser les métiers de la petite enfance, mettre en place une loi pour qu'il y ait plus de contrôle, etc. Vous, justement, qu'est-ce que vous faites comme bilan de son passage à ce ministère ? Est-ce que vous considérez qu'il y a vraiment des choses qui ont changé ou finalement pas du tout ? Alors, encore une fois, c'est pas moi qui fais le bilan, c'est ses collaborateurs, c'est les professionnels de la petite enfance avec lesquels je suis en contact. Mais par exemple, sur ces revalorisations salariales, qui sont en vrai une bonne chose, elle explique que c'est elle qui a fait ces annonces. Elle a juste fait ces annonces. Tout ça avait été mis en place par Jean-Christophe Combe dès juin 2023, avant son arrivée. Il y a une grande partie des annonces qu'elle a faites au moment de la crise qui sont en fait les effets de ce qu'avait mis en place son prédécesseur. C'est d'ailleurs aussi ce qui a agacé certains de ses collaborateurs, c'est qu'elle reprenne à son compte beaucoup des avancées qui avaient été portées par son prédécesseur. Donc je pense qu'il y a beaucoup ça. Et sur le fait de contrôler les groupes privés, bon, il se trouve que depuis un an, il n'y a pas un groupe qui a été sanctionné. Et la preuve, si les contrôles avaient été aussi efficaces que cela, ce que j'ai découvert chez People and Baby aurait été rendu public bien plus tôt. Et ça concerne l'optimisation des coûts, ça concerne des clauses abusives dans les contrats, et ça concerne, j'allais dire surtout, parce que c'est ce qui devrait intéresser en premier lieu les autorités de contrôle, la gestion de l'argent public. Oui. Je raconte notamment qu'il y a des consignes qui sont émises chez People and Baby, et ça peut être le cas chez d'autres opérateurs, mais en gros, on demande à des directrices de faire de fausses déclarations d'heures de présence de bébés pour toucher plus de dotations publiques, plus de subventions. Bon, il y a tout un tas de sujets. Si les contrôles mis en place avaient été efficients, si vraiment il y avait une politique volontariste, oui, il aurait été facile de s'en rendre compte. J'imagine qu'ils auraient été rendus publics plus tôt. Ce que je raconte aussi, c'est que elle annonce qu'elle convoque les 4 principaux groupes, donc la Maison Bleue, les Petits Chaperons Rouges, People and Baby et Babylou, le 15 septembre 2023, et qu'elle tape du poing sur la table. En interne, en fait, c'est pas une convocation. Les mails qu'ils reçoivent, c'est plutôt une invitation à un échange. Donc, pour la plupart des opérateurs qui sont du coup conviés, c'est beaucoup moins violent que ce qui est dit dans les médias. Et à la fin de cette convocation, elle explique qu'elle va suivre de près ce dossier et qu'elle fera une réunion toutes les 2 mois avec ses opérateurs pour voir s'ils ont fait des avancées significatives. Bon, il n'y aura jamais de réunion par la suite. Oui. Il n'y aura jamais aucun suivi, pas un autre rendez-vous. Encore une fois,
c'est pas moi qui le rapporte, ce sont ses propres collaborateurs. Et ce sont un certain nombre d'acteurs qui se sont rendus compte que cette entente n'avait pas permis d'aller au bout des choses et de régler des problèmes structurels. Et dans votre livre, d'ailleurs, vous posez à un moment la question, la vulnérabilité serait-elle l'angle mort des marcheurs, donc de la République en marche et de la Macronie, on va dire. Est-ce que vous considérez que la question se pose encore au regard justement aussi des réponses politiques ou non-réponses politiques qui ont été apportées à votre livre depuis qu'il est sorti? Ce qu'il faut quand même dire, pour être tout à fait juste, c'est que la vulnérabilité, c'est l'angle mort de beaucoup de partis. Je l'avais constaté au moment de mon enquête sur les maisons de retraite, sur la dépendance. C'est jamais une question prioritaire. Il y a très peu de spécialistes de ces sujets au sein de l'Assemblée nationale. Il y en a, moi j'avais rencontré Jérôme Guedj au Parti socialiste qui porte depuis longtemps ces questions de la dépendance au sein de l'hémicycle. Il y avait Caroline Fiat à la France Insoumise, il y a Annie Vidal au sein de la majorité présidentielle. Ils sont très peu. C'est des sujets techniques et c'est rarement les sujets qui sont, je ne sais pas comment dire ça, les plus glamour ou les plus porteurs pour les politiques, qui sont plus sur le pouvoir d'achat, l'énergie, les questions géopolitiques. Il y a tout un tas de sujets. Et en tout cas, ces questions de vulnérabilité, ils sont souvent secondaires. Il n'empêche que j'ai pu voir, et on a pu tous constater, que par exemple, sur la loi grand âge, le président de la République, à plusieurs reprises, a promis qu'il y aurait une loi grand âge et donc une refonte totale du secteur. Et c'est un serpent de mer, c'est-à-dire ça revient en permanence et à chaque fois on promet et c'est pas fait. Il a aussi promis 100 000 places de crèche d'ici à 2027. Ouais, je pense qu'effectivement c'est pas la priorité du pouvoir en place. Ça m'a marqué particulièrement dans cette enquête parce qu'il se trouve que depuis la publication du livre, il y a eu un certain nombre d'impacts jusque-là. Ça fait maintenant 2-3 semaines qu'il est sorti, mais il y a eu des réactions des syndicats comme la CGT qui ont fait un appel à la grève, de fédérations du secteur, enfin de syndicat national des professionnels de la petite enfance. Il y a eu, et c'était très intéressant, conférence de presse de 6 grandes villes, Marseille, Dijon, Lyon, Bordeaux, Lille, qui ont dénoncé la dynamique du low cost et les modes de financement. Et donc, il y a eu un certain nombre d'impacts. Et puis, j'ai été convié par un grand nombre de groupes parlementaires pour des auditions. Certains ont mis en place des groupes de travail sur la petite enfance. Ça a été le cas avec le Parti socialiste, les écologistes qui sont positionnés sur la question, la France Insoumise et le groupe Lyot que j'ai rencontré il y a quelques jours. Ce qui est marquant, c'est que depuis 2 semaines, il n'y a eu aucune expression publique de la part de la majorité présidentielle, que ce soit le président de la République, que ce soit le Premier ministre, que ce soit la ministre qui est en charge depuis maintenant 10 jours, Agnès Canayer. Et j'ai appris de la part de députés qui avaient une volonté de m'auditionner au sein de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Et qu'ils avaient reçu, que certains députés de la majorité présidentielle avaient envoyé des textos pour dire que c'était pas opportun de réaliser cette audition. Ils ont ensuite essayé de mettre en place un groupe petite enfance au sein justement du bloc macroniste. Et il y a quelques jours, Aurore Berger elle-même a envoyé un texto pour se plaindre de la mise en place de ce groupe en expliquant que c'était donner du crédit à cette enquête diffamatoire. Donc oui, il y a un sujet en ce moment, il y a le cas Berger qui bloque certaines initiatives et en vrai c'est préjudiciable un sujet qui dépasse de très loin le cas d'une personne et le cas d'Aurore Berger qui concerne tous nos enfants. Donc, ça me semble, moi, tragique que cette question ne soit pas abordée par certains groupes à cause de raisons partisanes, de raisons politiciennes, alors que le sujet est si important.
Oui, en plus, alors que Aurore Berger le dit elle-même, qu'elle est la première à vouloir défendre les enfants, à faire en sorte que tout se passe bien dans les crèches. Ce que vous montrez aussi dans le livre, c'est que en novembre 2023, les députés Renaissance, le MoDem et les Républicains avaient même voté contre la mise en place d'une commission d'enquête sur les crèches privées au sein de l'Assemblée nationale, qui finalement, d'ailleurs, s'est élargie à toutes les crèches et a largement survolé le sujet, d'après ce que vous en dites. Pour en revenir à votre enquête qui, justement, met aussi en évidence la responsabilité de l'État et des collectivités, on va y revenir. Vous vous concentrez dans la première partie sur les conséquences justement de cette gestion des crèches People and Baby sur les enfants mais aussi les parents. Est-ce que vous pouvez justement dire rapidement qu'est-ce qui vous a le plus marqué en réalisant cette enquête et finalement qu'est-ce que tout le monde devrait savoir? Ce qui m'a marqué, alors déjà je raconte comment je rencontre des parents dans toute la France qui me rapportent ces incidents. Alors, il y a le drame de Lyon, mais il y a à Villeneuve-d'Ascq une crèche où je vais rencontrer 4 familles et où il y a 9 enfants qui sont concernés par des faits de maltraitance et de privation de nourriture qui ont duré pendant plus d'1 an et demi. C'est dire aussi que c'est pas juste la problématique de mauvais comportement. Quand ça dure 1 an et demi, c'est qu'il y a des systèmes d'information, d'alerte qui n'ont pas été efficaces. J'ai rencontré des familles, une famille à Metz, une autre à Paris qui a porté plainte, Linda, une autre à Montreuil, Marion, à Aix-en-Provence, à Marseille, à Dreux. Dans toute la France, j'ai rencontré des familles qui me racontent les dysfonctionnements qu'ont pu vivre leurs enfants, voire les faits de maltraitance qui vont effectivement de pratiques d'humiliation, des punitions, pour certains des coups et des griffures, avec des traces constatées par médecins digitiformes, ce qui montre que c'est des traces d'empoignement d'adultes. Bon, il y a tous ces sujets. Moi, ce qui m'a particulièrement bouleversé, c'est peut-être le moment de mon enquête où j'ai été moi-même touché et aussi parce que je suis jeune papa, c'est quand vous êtes en contact avec des familles qui vous racontent que les séquelles durent, que des mois, voire des années après, leur enfant, il n'est pas exactement comme les autres. Il est plus introverti que ses frères et sœurs. Il fait des cauchemars très régulièrement le soir. Il peut pas dormir dans le noir. Il peut pas dormir avec la porte fermée. Il a des retards de développement au niveau du langage ou de la propreté. À 5-6 ans, il est toujours pas propre et donc un peu honteux, il va demander à ses parents s'il peut mettre une couche pour dormir. Il veut surtout pas que ses frères et sœurs entendent. Il y a ce sujet des séquelles et du fait, et c'est là, il y a des experts qui sont bien plus connaisseurs que moi, mais de l'importance de ces fameux 1000 premiers jours et de à quel point ils conditionnent une vie entière. Moi, j'ai pu le voir, j'ai eu la chance que ma fille soit la plupart du temps dans une crèche municipale à Paris, où il y avait des équipes formidables et où elle était particulièrement heureuse. Et donc, ça fait d'elle sûrement, en partie, il y a le rôle des parents, mais il y a aussi le rôle de la crèche. Ça fait d'elle une jeune, un enfant de 6 ans qui aujourd'hui est bien dans sa peau, affirmé. Et c'est un atout pour toute la vie. Quand vous avez subi des faits de maltraitance, je pense que c'est un handicap qui peut évidemment être en partie résolu grâce au soutien, à l'amour de vos parents, à tout un tas de sujets, mais c'est un handicap. Et ça m'a particulièrement marqué parce que, bon, il y avait eu des faits de maltraitance terribles que j'avais pu découvrir en maison de retraite au sein d'Orpea. Et quand les enfants me racontaient ce qu'avaient pu vivre leurs parents, je me rappelle de Madame Dorin, la femme de Jean Piat, et c'était sa fille qui témoignait, qui racontait en détail ce qu'avait vécu sa mère. C'était terrible de voir cette femme à la fin de sa vie vivre ses souffrances. Mais ça m'a paru encore plus terrible pour des enfants parce que justement, il y avait toute une vie qui pouvait être conditionnée par ça. Donc, je pense que c'est ce qui m'a le plus touché, c'est ça. C'est à quel point les séquelles pouvaient être durables.
Oui, ce dont vous parlez, même, c'est d'expertise psychologique qui montre du stress post-traumatique et toute la famille aussi, en fait, qui se retrouve touchée par ce qui arrive parce que les mères sont coupables, les frères et sœurs se disent on aurait dû faire quelque chose. Et dès qu'ils passent devant la crèche avec les enfants, vous racontez plusieurs exemples comme ça, d'enfants qui ont la respiration saccadée, qui disent on va pas à la crèche, dis-moi qu'on va pas à la crèche, etc. Donc on voit bien que c'est pas juste pendant un an, quoi. Bien sûr. Ce qu'il faut toujours rappeler, je le fais parce qu'en m'entendant, je sens qu'il faut le rappeler, c'est que la majorité des crèches de France, dans la majorité des crèches de France, ça se passe bien et que l'immense majorité des professionnels de la petite enfance font un travail extraordinaire. Il n'empêche qu'il ne faut pas occulter ces dérives, sans pour autant faire peur aux parents, mais ça arrive et il y a des signaux... Parce que People et Baby, vous le dites, au plus fort, c'est à peu près 600 crèches en France. Ouais. Et il y a... des signaux que les parents, que beaucoup de parents ont constatés, ont analysés après coup, qui m'ont décrit, qui sont difficiles dont il est difficile de faire le lien avec la crèche. Bon, on raconte tout un peu la même chose. C'est des enfants qui, ils veulent plus aller à la crèche, ils pleurent quand on va à la crèche, ils se roulent par terre. Bon, ça arrive. Oui. Et, même pour aller à l'école aussi. Bien sûr. Et d'ailleurs, quand ces femmes, souvent des femmes, me disent qu'elles en parlent autour d'elles, à leurs copines ou à leurs parents, elles disent c'est juste que ton enfant, il veut pas te quitter, et il n'est pas encore adapté à la collectivité. Quand il fait des cauchemars le soir, pareil, ça arrive à plein de parents. Quand il veut plus manger ou il a moins bon appétit, pareil. Et il y a plein de petits signaux comme ça qui ont été laissés pendant des mois. Et quand les parents, et notamment les mères, parce que c'est celles qui vivent le plus violemment la culpabilité, quand elles découvrent un fait de maltraitance, quand vraiment elles découvrent un coup, une griffure, quelque chose, elles se refont le film et elles se disent, et certaines ont pleuré d'ailleurs devant moi en me racontant ça, elles se disent mais comment j'ai pu passer à côté de ça alors que mon enfant m'a envoyé tous les signaux possibles et imaginables. Et j'ai pas vu. Et pire que ça, pour certaines, j'ai pas voulu voir. Parce que j'ai une profession qui me prend beaucoup de temps. Il y en a certaines, il y en a une qui est médecin. Il y en a une, elle est seule à élever ses 2 enfants. Elle est commerciale, elle bosse énormément et tout. Des métiers prenants. Et en fait, elles n'avaient pas d'autre solution. Oui, vous racontez l'impasse dans laquelle se retrouvent beaucoup de parents. Elles n'avaient pas d'autre mode de garde. Donc, prendre au sérieux les signaux, ça voulait dire enlever son enfant de la crèche, et donc se retrouver en grande difficulté. Et donc, il y en a certaines qui me racontent, non pas qu'elles savaient qu'il y avait des faits de maltraitance, mais que, au fond d'elles, elles le suspectaient, et que le fait qu'elles n'aient pas d'autre solution explique qu'elles aient mis un peu de temps à agir. Et ça, c'est terrible pour une mère, et du coup, elles arrivent avec un très fort sentiment de culpabilité, comme d'ailleurs les filles de parents en EHPAD qui se sentaient coupables d'avoir mis leurs parents au sein d'Orpea. Il y a une très forte culpabilité. Une des raisons pour lesquelles je fais ces enquêtes, et ce qui me guide après pendant des mois, c'est que j'essaye d'inverser la charge de la culpabilité. Oui. En me disant, c'est injuste que ce soit aux victimes de se sentir coupables. Alors que s'il y a des dysfonctionnements, ce sont les professionnels en question et surtout les fonctionnements de ce groupe qui doivent être questionnés. Pas la responsabilité de ces femmes. Mais ce sentiment-là de culpabilité, il est parfois très lourd à porter. Justement, au fil de votre enquête, vous vous rendez bien compte que tous ces dysfonctionnements, ces maltraitances, ce ne sont pas le fruit du hasard, mais d'une organisation, ou plutôt d'une désorganisation bien précise, un peu des deux. Vous parlez même d'un Dallas au pays des berceaux, puisque justement le patron de People and Baby, Christophe Durieux, n'est obsédé que par une chose, c'est-à-dire se développer, avoir un maximum de crèches et puis gagner de l'argent pour lui au passage. Et pour ça, tous les moyens sont bons, aussi bien ignorer les alertes lancées et qui sont envoyés au siège régulièrement, mais aussi optimiser les coûts au maximum au détriment de la qualité de service qui est proposée. Il y a énormément d'exemples. Évidemment, on ne pourra pas tous les donner. Il y en a qui sont très marquants.
notamment sur les repas. Moi, c'est toujours un sujet qui me passionne parce que c'est la base. Le fait d'investir ou pas dans les repas, c'était pareil chez Orpea. Il y avait des pratiques de rationnement extrêmement violentes qui avaient des incidences sur le bien-être et la santé des pensionnaires. Là, il y avait aussi un sujet. People and Baby s'en défend, mais c'était celui qui était le plus violent dans les négociations des contrats de repas. Le DG d'Elior témoigne dans le livre. C'est la première fois qu'il le fait en son nom, et il raconte que à l'époque, il était dans une autre branche d'Elior qui s'appelait Ensemble. Il avait refusé le contrat People and Baby parce que il tirait trop les prix vers le bas. Il voulait absolument passer sous les 3 € par jour. Et il disait qu'en dessous de 3 €, il ne pouvait pas faire de la qualité. Et Elior, avant qu'il devienne DG, un des dirigeants d'Elior avait signé ce contrat. Et il lui avait dit « Mais t'es fou, pourquoi t'as fait ça ? Tu ne pourras pas faire de la qualité à ce prix-là. » Il explique qu'il a arrêté de travailler avec People and Baby et qu'il continuait à recevoir des appels d'offres. Et donc, les cahiers des charges demandés par People and Baby et les fournisseurs doivent répondre. Et donc, on me fait passer ces appels d'offres, notamment des derniers de 2023, et il dit il y a des éléments tellement problématiques qu'on ne pouvait pas répondre. Dans cet appel d'offres, il est notamment indiqué qu'il souhaite recevoir une offre avec 12% de grammage en moins que le GEM-RCN. En gros, c'est 12% de grammage en moins dans les assiettes que les recommandations nutritionnelles gouvernementales. Et il me dit, en 30 ans de carrière en restauration collective, j'avais jamais reçu une demande comme ça. On demande souvent 10 ou 20% de grammage en plus que ce qu'on recommande habituellement, mais jamais en moins. Il me dit, on n'a pas droit. Donc, c'était ce genre de pratique. Et surtout, ce que vous montrez, juste pour revenir sur la politique alimentaire, c'est que la personne qui gère la politique alimentaire du groupe seule est quelqu'un qui n'y connaît absolument rien et qui, avant, était acheteur junior dans le secteur des pompes funèbres. Il y a quand même certains éléments de votre enquête qui sont juste hallucinants. Ouais, moi, cette rencontre, c'était une des plus marquantes. C'était au demeurant très gentil, en plus, ce monsieur. Mais je le rencontre, c'était le directeur des achats en 2014. Donc, ça remonte, mais c'est pour dire à quel point ça dysfonctionnait à l'époque déjà. Et il me raconte qu'il travaille effectivement dans les pompes funèbres comme directeur des achats, et donc il est embauché chez People and Baby. Et comme souvent, turnover oblige, il y a le directeur en poste qui part, et donc il devient lui-même, il prend du galon chez People and Baby, il devient directeur des achats, et il me dit je me retrouve seul à gérer ça. Et donc, je fais l'appel d'offres pour les repas. Il est assez atypique et je lui demande quelles compétences il a en matière de nutrition pour les enfants. Et il me dit aucune. Oui. Vraiment, j'ai aucune compétence en la matière. Et donc, je lui dis, mais comment vous avez fait du coup ? J'ai cherché sur Internet. Du coup, j'ai regardé à quelle fréquence les enfants devaient manger de la viande. Ou je me suis renseigné sur Internet. Et je lui dis, mais vous étiez seul à faire ça ? Ah ouais, j'étais seul. Et donc, moi, ça me paraissait incroyable. Et il m'explique qu'il s'est rendu compte, en fait, que c'était totalement dingue quand il a été embauché ensuite dans un autre groupe. C'était les Petits Chaperons Rouges, je crois. Et là, il me dit, quand je passais les appels d'offres, oui, c'était beaucoup plus professionnel. Oui. On était 7 ou 8. Il y avait le service petit enfant, service qualité, les services financiers. Et on était nombreux à regarder les contrats et à les analyser avec plusieurs regards. La lunette du financier, la lunette de la qualité. Il me dit, chez People and Baby, j'étais tout seul, sans aucune compétence. Et je regardais surtout les critères financiers. En gros, on me demandait d'essayer de négo au mieux ce que je faisais. Et donc, ça raconte, oui, la légèreté avec laquelle ce groupe a pu traiter de sujets aussi importants que la nutrition des enfants. Et d'ailleurs, ça donne une réponse à un point que vous évoquez plusieurs fois dans le livre, et à ce moment-là, on comprend pourquoi, au fait que souvent les mères racontent que leurs enfants sortent de la crèche affamés et qu'ils attrapent tout de suite un gâteau et elles ne comprennent pas pourquoi. Et que beaucoup d'enfants ont leur courbe de poids qui s'arrête, et ils arrêtent en fait de grossir, ce qu'on fait normalement à cet âge-là, à cause aussi de cette politique alimentaire et du stress subi dans les crèches. Il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. Il y a cette politique d'optimisation des coûts sur le repas, mais les enfants avaient évidemment à manger. Oui. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a aussi un deuxième sujet, c'est qu'il y a
quand des crèches sont dysfonctionnelles, quand l'équipe va pas bien, quand il y a du turnover, quand l'environnement est toxique, les enfants, c'est des éponges. Quand vous avez un dysfonctionnement dans une crèche, comme ça a pu être le cas à Villeneuve-d'Ascq, les enfants, ils perdent leur appétit. Et les professionnels, elles sont moins patientes. Tout va être plus brutal. Et donc, effectivement, c'est là où il y a des cassures de la courbe de poids. Et il y a un autre sujet, parmi d'autres, mais qui peuvent expliquer ça, c'est les problèmes d'approvisionnement. Où là, on me raconte que... il y a des membres du siège qui me racontent que, en gros, il y a une politique systémique, réfléchie, intentionnelle, de non-paiement des fournisseurs. Et c'est le cas pour Elior, qui a 1 100 000 euros d'arriérés de facture. People & Baby ne paie pas. Et au siège, ils en peuvent plus, et notamment les directeurs des achats, parce qu'ils reçoivent des coups de fil ou des mails en permanence où ils se font incendier. Et il y a des dizaines, si ce n'est des centaines, de fournisseurs et de bailleurs qui ne sont pas payés et donc qui font des mises en demeure, des assignations. Il y a des huissiers qui passent au siège. Enfin, c'est quelque chose de très assumé. Ça permet quoi ? Il y a plein de justifications, mais ça permet que sur les sommes en question, il y a une partie des fournisseurs qui abandonnent. Ouais. C'est trop long, c'est trop compliqué. Aller en justice, ça coûte cher, ça prendra 2 ans, etc. Ils le font pas. Et puis, quand ils vont en justice, il y en a, ça arrive, qui perdent un pourcentage. La majorité gagne quand même, mais un pourcentage perd. Donc, bon, vous gagnez toujours, au final, du coup, à attendre. Et puis, en attendant, quoi qu'il se passe, même si à la fin, on perd, on a gagné 1 an, 2 ans, 3 ans. Et on s'est fait du fonds de roulement. En fait, People & Baby, c'est aussi l'histoire d'une boîte qui est en permanence à décaler le gouffre. Oui. Il y a ce mur de la dette, une dette qui grossit de tous les côtés, et on fait juste la reculer. C'est aussi ça le jeu. Mais ce jeu-là du non-paiement des fournisseurs, il entraîne quoi ? C'est les directrices qui le racontent, des problèmes d'approvisionnement. En fait, elles m'expliquent que un jour, elles ne sont pas livrées en couches. Un jour, elles ne sont pas livrées en repas. Un autre jour, c'est en lait. Et c'est pourquoi ? C'est parce que les fournisseurs, ils n'en peuvent plus de ne pas être payés, et donc ils stoppent les livraisons. Donc, c'est plein d'éléments qui peuvent expliquer qu'il y a eu des cassures de la courbe de poids et ces situations où les enfants rentrent et sont affamés. Combien j'ai de directrices de familles qui me racontent ça à Metz, à Lille et à Paris, où cette femme, Linda, me raconte que le soir, à chaque fois qu'elle allait chercher son enfant, il était mort de faim, et donc elle lui amenait de la nourriture à chaque fois avec elle, et elle le faisait manger dans le métro, des pâtes, parce que et dès qu'il mangeait, il s'endormait dans le métro, tellement il était affamé à chaque fois qu'elle venait le récupérer. Donc ça raconte un ensemble de dysfonctionnements qui vont de l'approvisionnement à la gestion des équipes et à l'optimisation des coûts. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, on voit aussi que dans ces moments-là, tout repose sur les directrices et les personnes présentes qui travaillent dans les crèches, qui, pour beaucoup, vont essayer en fait de pallier à ces manques, vont aller au supermarché d'à côté pour acheter des couches, pour acheter du lait, qui vont à chaque fois essayer de se débrouiller avec 2-3 bouts de ficelle. Et en même temps, évidemment, au bout d'un moment, ça fonctionne pas. Et l'un des principaux problèmes qui n'est pas que lié à People & Baby, d'ailleurs, c'est justement dans ces secteurs-là, l'absentéisme, le turnover, le fait que les gens en fait ne restent pas longtemps parce qu'ils n'en peuvent plus. Et donc, finalement, c'est impossible d'avoir une vraie qualité de service et d'accueil des enfants, quoi. En fait, ce que je raconte toujours dans cette enquête, et c'était la même chose chez RPA, c'est que les professionnels, elles sont autant victimes que les enfants de ces systèmes. Ces systèmes d'optimisation des coûts, les problèmes d'approvisionnement, l'optimisation sur les repas ou sur les couches, et surtout sur la masse salariale, évidemment qu'elles en sont victimes et qu'elles le subissent. Il y a notamment une politique que m'ont raconté là encore plusieurs directrices, c'est des politiques de suroccupation. C'est le cas chez People & Baby, ça a été le cas aussi au sein de la Maison Bleue, où j'ai plusieurs directeurs régionaux qui me racontent ça et qui me donnent des éléments qui le prouvent, notamment des documents internes et des rapports de PMI. Il y avait une politique assumée de suroccupation. Et chez People & Baby, il y a plusieurs directrices, dont Alice Régnier, qui le raconte en son nom dans le livre. Bon, elle lui disait, moi, sur ma structure, quand j'avais une structure de 10 enfants, qu'avec, vous avez droit à 2 de plus pour les accueils d'urgence,
Elle me disait, je recevais régulièrement des accueils du siège qui, en fait, ne dit jamais non quand il reçoit un appel, une demande d'une famille. Et donc, ensuite, appeler la directrice en disant, tiens, j'ai un autre enfant pour toi. Et ça passait à 13, à 14, à 15. Elle me disait, j'avais pas le nombre de mètres carrés suffisant pour accueillir cet enfant et parfois, on n'avait pas de lit suffisant. Et quand vous faites ça, déjà, le bâtimentaire n'est pas adapté. Et c'est comme ça que vous cassez la mécanique très subtile d'une crèche. C'est qu'avec un enfant ou deux en plus, en cassant les ratios d'encadrement, vous mettez une pression sur les équipes, vous les essorez, elles sont fatiguées, elles n'ont pas le temps, elles ne peuvent pas gérer convenablement. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez avoir des gestes d'emportement, de fatigue, des sautes d'humeur. C'est là où ça commence. Et ensuite, effectivement, ce système, comme il met une pression sur les équipes, ça entraîne nécessairement une augmentation du taux de turnover, c'est-à-dire qu'il y a plus de départs, de démissions. Les taux de turnover sont très importants dans certains groupes. Et comme toujours, c'était le même sujet encore dans les EHPAD, c'est le premier rempart à la maltraitance, c'est la stabilité. Quand vous avez... Première chose à voir quand vous arrivez dans une structure, par exemple, il n'y a pas beaucoup de conseils à donner, mais celui-là, il est essentiel. Si vous arrivez qu'il y a le nombre d'effectifs suffisant, que la directrice est là depuis 5 ans, que c'est les mêmes visages toute la semaine, vous pouvez être plutôt rassuré. Si c'est une directrice qui vient d'arriver après un départ et que vous avez 2 volantes, ce qu'on appelle des volantes, c'est des personnes qui viennent remplacer comme ça, de manière ponctuelle, une absence. Cette instabilité, elle doit toujours inquiéter. Elle n'est pas toujours le fait des groupes, parce que maintenant, il y a un réel problème d'attractivité du secteur, mais il y a des groupes dans lesquels il y a des taux de turnover importants, et ça raconte toujours le symptôme de dysfonctionnement. Alors justement, vous avez recueilli plus de 200 témoignages, notamment beaucoup de personnes qui ont travaillé pour People & Baby. Et à un moment, vous posez la question, comment est-ce que tant de personnes peuvent prendre part à des pratiques si contestables qui, bien souvent, vont à l'encontre de leurs valeurs? La réponse que vous donnez, c'est la question du fait que beaucoup n'ont pas de vue d'ensemble sur tout ce qui se passe, le fait qu'il y a aussi des primes, dans certains cas, qui permettent aussi d'apaiser les choses, mais aussi la question de l'emprise, celle de Christophe Durieux, qui est le patron de People & Baby, on l'a dit, et vous l'appelez le roi des ogres, le Bernard Tapie des crèches, et c'est vrai qu'il est un peu tout du méchant des dessins animés. Un de vos témoins vous dit à son propos, je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait autant peu de considération pour l'autre. En quoi est-ce que cet homme, c'est vraiment l'incarnation de quelqu'un qui a su tirer profit de l'ouverture du secteur de la petite enfance au privé, presque comme personne en fait? Alors Christophe Durieux, c'est un entrepreneur. Il a déjà monté une société qui s'appelle People & Business, qui est dans la communication. Et sa femme est auxiliaire de puériculture. Et en fait, en 2004, ils apprennent que le secteur de la petite enfance s'ouvre au privé. Ils se rendent compte, comme un certain nombre de personnes à l'époque, qu'il y a une opportunité de business énorme. Et à ce moment-là, en 2004, il y a ces 4 groupes qui vont se monter à peu près en même temps, entre 2003 et 2004, qui sont tous les 4 dirigés par des hommes. Donc, il y a très vite une guerre d'ego qui va se jouer aussi. Et ça, pareil, c'est des cadres de ces groupes qui me le racontent. La guerre d'ego pour avoir... Je fais le parallèle à un moment avec le fait que ce soit une bataille de Monopoly géante. Il y a un peu de ça. C'est-à-dire, on veut avoir plus de crèches que l'autre. C'est aussi une histoire de mec. Ouais. Et donc, il y a ce sujet-là, et il y a chez Christophe Durieux un autre sujet, c'est qu'il n'est pas du tout issu des mêmes milieux que les 3 autres. Les 3 autres viennent de grandes écoles de commerce, sont plutôt de Neuilly, viennent de bonnes familles. Ils ont les codes. Je dis, à un moment, ils ont la carte. Ils ont des contacts, ils ont fait les études qu'il faut, ils ont les moyens, ils ont un réseau. Lui, il n'a pas ça. C'est vraiment quelqu'un qui va se faire tout seul. Et pour ce faire, parce qu'il va réussir à développer son groupe quand même de manière phénoménale, il a des pratiques, et notamment des pratiques concurrentielles extrêmement brutales, au point que d'ailleurs, il est au départ membre de la Fédération des entreprises de crèches, et ils vont le virer.
en 2011, il y a bientôt 15 ans, à cause de ces pratiques. Il va notamment répondre à des appels d'offres dans certaines mairies via des associations. Parce qu'il y a des maires, un certain nombre de maires, notamment des maires plus à gauche, qui ne veulent pas signer avec des entreprises, et donc ils montent des associations, mais en fait qui sont de fausses associations, parce que derrière, c'est le fonctionnement de People and Baby. Il va faire une autre chose, c'est qu'il va mettre... c'est une activité qui s'appelle l'activité de broker. C'est quand vous commercialisez les berceaux des autres, notamment des plus petits qui n'ont pas des forces de commercialisation comme vous, et que vous prenez une commission, mais en gros, c'est pas votre berceau, c'est le berceau de quelqu'un d'autre, et vous prenez juste une com pour avoir commercialisé. Bon, il y a plusieurs entreprises qui vont se mettre à faire ça, et lui, il va faire ça, mais sauf qu'il va pas demander l'autorisation aux partenaires, il va mettre sur son site l'ensemble des crèches de France, notamment les crèches de la Croix-Rouge, sans leur autorisation, et donc il se met à commercialiser leur crèche, et donc il explique qu'il a le plus grand réseau de crèches en France, parce qu'en fait, il met toutes les crèches de France, sauf qu'il n'a pas du tout demandé leur accord. Donc il y a le patron de la Croix-Rouge à l'époque qui lui envoie un courrier en lui disant « mais vous êtes dingue, comment vous pouvez citer notre groupe alors qu'on vous a donné aucun accord ?» Il a plein de pratiques comme ça, assez brutales, concurrentielles, et il a effectivement, moi, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, et qui est peut-être un signe de l'époque, c'est l'obsession du développement. Il veut, son obsession, c'est pas forcément la rentabilité, c'est d'avoir le plus de crèches possible. Et donc d'avoir des partenaires qui vont lui prêter le plus d'argent possible. Et très vite, il a d'ailleurs 2 obsessions, celle-là et le fait de ne pas avoir d'actionnaires. Qui est aussi signifiante, c'est que on accuse souvent... ça peut être à raison, mais on accuse parfois les actionnaires d'être à l'origine de la pression qui pèse sur les établissements, parce que par leur voracité, ils vont impulser, ils vont demander des taux de marge tellement importants qu'il va falloir pressuriser les équipes. C'est ce qui se passait chez Orpea, où il y avait des taux de marge colossaux, parce que le fonds de pension canadien, la famille Peugeot, était actionnaire et réclamait aussi ces marges. C'est pas du tout le cas dans ce secteur, et en particulier dans ce groupe. Et la particularité de People & Baby, c'est qu'il ne voulait pas d'actionnaires. Il en a eu à une époque, notamment la BPI, la Caisse des dépôts, et très vite, il a sorti les actionnaires pour avoir les mains totalement libres. Il s'est retrouvé avec un fonds de dette, Alcentra, qui est un fonds de dette britannique, à qui il a emprunté 450 millions d'euros. Encore une fois, dans un seul but, c'est de se développer. Et c'est à ce moment-là qu'il va acheter entre 2018 et 2022, il va dépenser des centaines de millions d'euros en achats. Et il achète à Singapour un groupe à 65 millions d'euros, alors que son concurrent avait proposé 10 millions de moins, mais il voulait tellement l'avoir qu'il achète trop cher. Il achète en Chine, il achète aux États-Unis, et il est sûrement galvanisé par cette puissance financière. Sauf que toujours, en fait, rien n'est gratuit, et que quand on vous prête beaucoup d'argent et que les gens sont pas au board, prennent pas de l'actionnariat, ça se répercute ailleurs. Ils dépensent beaucoup d'argent avec des taux d'intérêt colossaux, et à un moment, il pourra pas rembourser sa dette. C'est ce qui va entraîner sa chute, même s'il est toujours actionnaire de référence de People & Baby. Mais donc, c'est cette trajectoire-là qui est dingue. C'est celle d'avoir toujours plus, d'être celui de grossir. C'est l'obsession de grossir. Je fais la comparative d'ailleurs entre avec la fable de La Fontaine, la grenouille et le bœuf. Il y a ça, cette obsession de grossir au point d'exploser et de mettre en péril son groupe. Et je raconte comment, pendant qu'il emprunte ces 450 millions d'euros, dans les structures, ça serre la vis. On optimise les coûts, il y a des problèmes de maintenance, il y a des problèmes RH. Il y a tout un tas de sujets où, en fait, les structures n'ont pas les moyens suffisants pour fonctionner. D'ailleurs, son premier actionnaire, la Caisse des dépôts, lui avait dit, tu t'arrêtes le développement parce que le siège ne marche pas. Et il les a sortis, et il a continué à se développer sans consolider ses bases. Et c'est ça l'histoire sûrement de Christophe Durieux. C'est quelqu'un qui a voulu aller trop vite et qui a d'abord pensé à grossir plutôt qu'à consolider la qualité de ses structures.
Et qui, au passage, faisait des voyages à Bali, s'achetait une Mercedes, avait un hélicoptère, enfin, je veux dire, qui menait aussi la belle vie en parallèle de tout ça et de ce qui se passait en plus dans ces crèches. Et ce qui est le plus frappant, en fait, c'est ce que vous dites, c'est que c'est en réalité grâce aux aides de l'État que People and Baby a explosé. Vous parlez même d'un jackpot de l'argent public qui ne concerne pas que People and Baby. Justement, en quoi est-ce que la question du mode de financement des crèches privées, elle est au cœur du problème aujourd'hui, justement, sur tout ce que vous révélez? Oui, la question des fonds publics, en fait, de la gestion de notre argent, de tous les contribuables français, oui, à plus de 50%, la majorité du chiffre d'affaires de ces opérateurs privés viennent de l'argent public. Ça vient de ce que, en fait, quand vous prenez une place de crèche, il y a une partie que vous payez et une partie que paye la CAF. Donc déjà, ça, c'est de l'argent public. La CAF donne aussi des subventions d'investissement pour aider les groupes à créer des places de crèche. Ça peut être environ 8 000 € par place. Donc il y a ces dotations-là. Et au niveau des crèches d'entreprise, il y a ce qu'on appelle le CIFAM, le crédit d'impôt famille. En fait, quand vous prenez une place d'entreprise, que vous êtes, je sais pas, vous avez un restaurant, vous avez une petite entreprise, vous prenez une place d'entreprise au sein de People and Baby, ou quand vous êtes L'Oréal et que vous prenez des places d'entreprise chez People and Baby, ou chez la Maison Bleue, ou chez Babylou pour vos salariés, quand vous dépensez 10 000 €, vous allez obtenir environ 75% de déduction fiscale. Donc, vous ne dépensez que 2 500 € sur les 7 000 €, les autres vont être des déductions fiscales. Donc, en fait, un peu partout, il y a de l'argent public. Cet argent public, il a permis au secteur privé de se développer. Et ce qu'il faut dire, c'est que on a ouvert au privé et on l'a subventionné parce que les pouvoirs publics ne mettaient pas assez d'argent pour créer des places de crèche. C'est le même sujet que dans les EHPAD. L'arrivée du privé, il vient de l'effacement du public. Est-ce que en réalité, on dépense moins d'argent en faisant ça qu'en créant des places de crèches publiques et de places municipales? Ça, c'est aux législateurs, aux députés de se questionner sur la pertinence de ce modèle. Toujours est-il que en 2004, quand on fait ça, c'est Christian Jacob qui met ça à l'époque. Il décide d'ouvrir au privé parce qu'on n'a pas assez de places de crèche en France. Et ces opérateurs privés, ils ont permis ça. Ils ont permis de créer des places de crèche, mais avec effectivement beaucoup de dotations publiques. Si aujourd'hui vous supprimez ces dispositifs fiscaux, le secteur privé s'effondre dans les semaines qui suivent. Oui, c'est ce que vous dites. Et d'ailleurs, justement, ce que vous montrez, on en a un petit peu parlé avant, c'est comment est-ce que les délégations services publics, de mairies ou de collectivités qui vont confier à un groupe privé la gestion d'une crèche municipale ou d'une crèche en projet, va en fait complètement changer le marché à ce moment-là, parce que la plupart des groupes privés vont essayer de conquérir des parts de marché, donc de proposer les prix les plus bas possibles pour avoir telle place, récupérer telle ou telle crèche, et aussi justement baisser les tarifs des versos, baisser la masse salariale, et qu'en fait c'est tout ça qui est à l'origine de tous les dysfonctionnements qu'on peut voir chez People and Baby et chez certains autres. Ça, c'est moi un des points qui me paraît ce qui m'a le plus intéressé dans cette enquête, c'est de dépasser la responsabilité d'un certain nombre de groupes et la question du privé. C'est qu'effectivement, au moment de l'ouverture de ce secteur en 2004 au privé, il y a un certain nombre de maires qui se disent il y a des opérateurs dont c'est le métier, qui savent faire mieux ça que nous. Monter une crèche, ça prend beaucoup de temps, ça coûte cher, ça demande beaucoup de compétences. On va déléguer ce sujet à des opérateurs professionnels. Et donc, ils vont faire un appel d'offres, ils reçoivent plusieurs dossiers et ils comparent. Le maire, son équipe, notamment le directeur, le DGS, le directeur général des services, ils vont comparer ces offres et choisir entre plusieurs offres. Ce que j'apprends, c'est que en gestion directe, une crèche municipale, c'est d'ailleurs un des points les plus importants du budget d'une mairie. Ce que me disent beaucoup de maires, c'est souvent le poste de dépense principale ou dans les 3 premiers. Donc c'est vraiment un point important du budget. Donc si vous arrivez à faire des économies là-dessus, ça a de vraies incidences. Et en gestion directe, moi, je rapporte que ça coûte à peu près 12 000 € par an à une mairie. En réalité, suite à la publication de mon livre,
L'AMF, l'Association des maires de France, a dit que c'était encore plus, c'était plutôt 16 000. Et à Marseille, l'adjointe à la petite enfance, Sophie Guérard, avec qui j'ai échangé, m'a dit que c'était 24 000. Oui. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Ça, c'est ce qui se passe en gestion directe. En confiant aux premiers opérateurs privés, en 2004, les premiers prix, moi, de ce que j'ai pu constater à l'époque, c'est autour de 7 000 à 8 000 euros par an. Et donc, les mairies font une économie, se déchargent d'une question, et les opérateurs de l'époque ont l'impression de pouvoir faire leur travail, parce qu'en gros, ils estiment qu'une crèche d'entreprise, ils la vendraient 12 000, 15 000 euros, mais ils doivent, alors là, acheter un local, le monter, faire des travaux, etc. Il n'y a pas ça en crèche municipale, parce que souvent, c'est des locaux municipaux. Donc, globalement, tout le monde s'y retrouve. Et la vraie date charnière, c'est 2010. À partir des premiers renouvellements, là, c'est d'ailleurs, ils le racontent dans le livre, les fondateurs de Babylou, qui sont les premiers à investir le marché, ils disent qu'ils voient leurs principaux concurrents arriver et essayer d'obtenir non pas des crèches d'autres mairies, mais de prendre leur mairie, où ils ont monté une crèche. Et donc, pour ce faire, ça ne joue pas sur le projet éducatif, c'est souvent les mêmes. Je peux vous en faire un de projet éducatif. C'est globalement, on va prendre soin des enfants, il y a tout un dispositif autour de la nature, de la nutrition, du bien-être, enfin bon. Ça joue sur les prix. Et donc, il y a leurs concurrents qui vont arriver et qui vont proposer, de manière assez brutale, des prix 2 fois moins chers. Quand ils proposaient 7, ils proposent 3 500. Quand ils proposaient 6, ils proposent 3 000. Et donc, les mairies, c'est d'ailleurs intéressant à ce moment-là, se disent pour certaines, mais attendez, mais on m'a volé avant, comment ça peut passer de 6 000 à 3 000 ? Ça arrive jamais en marché public. Vous pouvez avoir des offres qui sont à 10, 15, 20, 30% moins chères, mais du simple au double, c'est rare. Bon, là, il y a des opérateurs qui arrivent et qui divisent les prix par 2. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Dans un grand nombre de villes en France, la mairie, parfois poussée par l'opposition, parfois avec l'opposition des autres conseillers municipaux, choisissent le moins cher. Et en choisissant le moins cher, c'est là où c'est intéressant, en choisissant entre 2 offres la moins chère, vous choisissez bien souvent la moins disante. C'est que moi, j'ai pu le comparer dans plusieurs villes, et notamment à Nogent-sur-Marne, où la crèche va être reprise par les petits chaperons rouges. À partir du moment de la reprise, vous voyez une diminution de la masse salariale. Je crois qu'il diminue dans mes souvenirs entre 120 et 150 000 euros. Donc, c'est quasiment 4 postes. Vous allez avoir, en gros, entre 10 et 20% de masse salariale en moins. Le nombre de postes diminue. C'est pas surprenant. C'est qu'en fait, quand vous diminuez les prix par 2, soit vous baissez votre niveau de rentabilité, c'est ce qu'ont fait certains, soit vous baissez votre masse salariale, parce que c'est le coût principal, à 80-90%, le coût d'une crèche, c'est sa masse salariale. Donc ça se joue toujours là, les économies. Et donc, je raconte comment, en l'espace de 10 ans, 15 ans, entre 2010 et aujourd'hui, les prix en France, dans ces fameuses délégations de services publics, ont été divisés par 3, sont passés en gros de 7 500 à 2 500 euros. Et ça a entraîné partout une dégradation de la qualité d'accueil et du nombre d'effectifs. Et donc, il y a une responsabilité de ces opérateurs, que je cite, la Maison Bleue, les petits chaperons rouges, People and Baby, et il y a une responsabilité des pouvoirs publics. Les mairies, les collectivités territoriales, les ministères. Je cite l'exemple de Matignon, qui a signé récemment une place de crèche à autour de 3 000 euros. Et c'était l'offre la moins disante. Il y avait un ETP, un équivalent temps plein en moins. Partout en France, on a choisi ça parce que entre 2 offres, c'est souvent le plus facile. Vous voyez bien la différence de prix. Et puis parce que je pense que un grand nombre de DGS, un grand nombre de maires se sont dit peut-être que c'était bien de faire des économies sur l'argent public. Mais en fait, c'est toujours une catastrophe de faire des économies sur la petite enfance. Ça n'arrive nulle part, dans aucun autre marché. Enfin, c'est les bases de l'économie. Quand vous achetez 2 fois moins cher, ça ne peut pas ne pas avoir d'incidence sur la qualité. Ça a eu une incidence sur la qualité. Et
c'est pas, encore une fois, c'est pas moi qui le raconte. C'est des opérateurs privés comme Babylou qui disent que ça a tué le secteur. Oui. C'est aussi des crèches associatives, parce que les crèches associatives, elles se retrouvent aussi confrontées à ça. Quand elles répondent à des appels d'offres, elles ne peuvent pas s'aligner sur ces prix-là. Elles n'ont absolument pas les capacités de baisser à 3 000. Et quand elles le font, ça arrive pour certaines, c'est une catastrophe. Donc ça a nivelé tout ce secteur vers le bas, et il y a de plus en plus d'acteurs qui expliquent qu'il faut mettre un stop à ce système, et que j'ai fait le comparatif avec le milieu de l'édition. Dans le milieu de l'édition, ce livre, je peux pas le vendre on pourrait pas le vendre avec Flammarion 2 €. Oui. Et tant mieux, on n'aurait pas droit. Pourquoi ? Parce que ça tuerait le marché du livre. On ne pourrait plus faire d'enquête. Il n'y aurait pas assez d'argent pour rémunérer toutes les équipes derrière. Fixer des prix, ça permet souvent de sauver un secteur. Et ben, dans un secteur aussi sensible que celui de la petite enfance, on estime qu'il n'y a pas de prix trop bas. Et que si demain un opérateur débarque et dit bah, « vous savez quoi, moi je peux vous vendre une place 1 000 €, 500 €, bah, rien ne lui interdit de le faire. » Et ça me paraît particulièrement grave, parce que c'est ce qui entraîne une baisse de la qualité. Évidemment, faire fonctionner une place de crèche, ça a un coût. Et il faut, c'est pas à moi de le faire, mais il faudrait fixer le prix en dessous duquel il n'est pas possible de vendre une place de crèche. Certains estiment que c'est autour de 5 000 €, parce qu'en tout cas, la plupart des maires et des DGS que j'ai rencontrés me disent « Bon, moi, ça me coûte 12 ou 14 000 €. J'imagine qu'un groupe peut faire des économies d'échelle, qu'il a des process plus efficients que les miens et tout, mais je ne vois pas comment il peut faire comme moi à 5 000 €. Je ne comprends pas. Donc oui, il y a un prix en dessous duquel c'est pas possible. Et alors justement, on va revenir sur l'un des derniers points sur lesquels il y a une sorte de responsabilité aussi des mesures qui ont été mises en place par l'État qui ont permis tout ça. C'est le PSU, donc la prestation de service unique. Dans la fameuse réunion en visioconférence qu'on évoquait au début de cet entretien, vous rapportez les propos de Jean-Emmanuel Rodo-Kanaki, qui est le patron du groupe Les Petits Chaperons Rouges, et qui dit à la fin de la réunion, le vrai sujet, c'est le bouquin de Castanet. S'il fait un vrai travail d'investigation et qu'il trouve qu'il y en a un parmi nous qui a grugé sur les heures facturées en crèche, bah c'est ça qui sortira et ça nous ramènera à l'affaire Orpea. Et vous écrivez « bien vu ». Donc est-ce que, justement, vous pouvez expliquer en quoi est-ce que ces crèches ont grugé sur les heures facturées et qu'est-ce que ça a comme impact, en fait ? Pourquoi est-ce que ce PSU, en fait, il est central sur la question des crèches ? Pour raconter en détail ce point, c'est qu'il y a aujourd'hui un mode de financement qui a été pensé par l'administration, qui s'appelle donc la PSU, qui est un système de tarification à l'heure, contrairement à d'autres pays, notamment en Allemagne, où c'est à la journée. C'est à l'heure, et ça a été pris sous l'impulsion des demandes de Bercy et de la Cour des comptes, qui avait une visée première, c'était on veut que vous optimisiez au maximum l'utilisation de l'argent public. C'était vraiment un système qui permet de faire en sorte que du coup, chaque euro dépensé pour une heure entraîne l'occupation effective d'un berceau. C'est ça l'idée. Sauf que c'est une catastrophe. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, ce sont les opérateurs privés, ce sont les mairies, comme la mairie de Bordeaux, Fanny Le Boulanger, ce sont les auxiliaires de puériculture, ce sont les directrices. Vous ne trouverez pas en France une personne pour défendre ce mode de financement. Pourtant, l'administration a bien du mal à revenir en arrière, mais il n'y a pas une personne en France pour le défendre. Bon, donc c'est un système de tarification à l'heure, et c'est assez technique, c'est qu'en gros, à partir de 2014, on a encore amplifié ce système de tarification à l'heure qui ressemble à la T2A dans les hôpitaux, système de tarification à l'acte. Ouais. On l'a encore amplifié en inventant, il y a le taux d'occupation et il y a ce qu'on appelle le taux de facturation. Le taux de facturation, il calcule la différence entre les heures de présence facturées aux familles et les heures de présence réelle des enfants. Parce qu'en gros, vous pouvez prendre un contrat de 40 heures où vous récupérez votre enfant à 18 heures et en fait, vous allez le chercher 2 heures plus tôt ou un mercredi, vous le prenez l'après-midi. Donc, il y a toujours une différence.
plus la différence entre les heures d'occupation facturées et les heures d'occupation réelles est importante, moins vous touchez de dotation publique à l'heure. Et donc, on pousse les opérateurs à combler chaque trou. Quand il y a une absence, c'est inacceptable, il faut remplacer. Et donc, les opérateurs se sont mis à mettre des enfants bouche-trou. 2 heures par-ci, 2 heures par-là, un mercredi après-midi, un vendredi entre 16 et 18. Enfin, on comble les trous. Oui, parce que les familles badgent, en fait, à chaque fois qu'elles arrivent et qu'elles repartent. Exactement. Elles sont obligées de badger et il faut remplacer quand les enfants ne sont pas là. Et donc, ça a entraîné un système où, en gros, quand vous aviez une crèche de 20 enfants, il y a 10 ans, il y avait 20 enfants. Aujourd'hui, il y en a 2 fois plus, il y en a 40, parce que justement, en plus des 20 qui sont là toute l'année, vous avez 20 visages qui débarquent de temps en temps pour des périodes extrêmement hachées, comme ça. Et c'est mauvais pour les enfants, parce qu'ils ont besoin évidemment de cadre et de stabilité. C'est mauvais pour les équipes, parce qu'au lieu de suivre un projet éducatif avec 20 enfants de manière personnalisée, suivie pendant 1 an, elles doivent gérer en permanence des arrivées et des départs, ce qui leur prend un temps fou de faire les transmissions aux familles, de faire du flicage aussi, de contrôler les badges, etc. Donc elles se plaignent toutes de ça, en disant que les crèches maintenant ressemblent à des halls de gare et que les enfants sont des codes-barres. Elles évoquent toute cette notion. Ça a dégoûté des professionnels, ça a cassé le fonctionnement des crèches. Et disons qu'il n'y avait qu'une raison objective de laisser ce mode de financement, c'est qu'au moins, ça permette effectivement d'optimiser au mieux l'utilisation de l'argent public. Le problème, c'est que ça marche même pas. C'est que, donc, pour toucher plus d'argent, il faut plus d'heures de présence et qu'on fait un certain nombre d'opérateurs comme People and Baby, mais c'est pas le seul. Il y a beaucoup de directrices qui me racontent que leur direction, la hiérarchie, leur demandait de déclarer de fausses heures de présence de bébés pour toucher plus de dotations publiques. Comment ça se passait ? À la fin du mois, elles font leur déclaration de taux d'occupation et taux de facturation. Vous avez leur supérieur qui leur dit « ton taux de facturation, ça va pas, tu me l'améliores ». Et donc là, qu'est-ce qu'elles font ? Elles rajoutent, elles prennent la petite Johanna, elles voient qu'elle est absente une journée entière le mercredi, elle met présente, ça fait 8 heures de plus. Le petit Timéo, il n'était pas là 2 fois 2 heures, il va être présent. Et donc, comme ça, dans toute la France, on a rajouté des heures de présence de bébés pour toucher plus de dotations publiques. Et ce que vous montrez d'ailleurs, c'est que justement, le gain d'argent public potentiel pour People and Baby de cette pratique-là, c'est 2,5 millions d'euros par an. Donc, c'est pas rien, quoi. Ça peut représenter énormément d'argent. Et là, c'est une estimation chez People and Baby. Et il y a d'autres groupes qui ont mis en place ce système. Il y avait un des grands opérateurs où le directeur, le DG, expliquait qu'il disait à certains de ses collaborateurs « Les badgeuses, je leur fais dire ce que je veux. » Parce qu'il y avait un système où vous pouvez demander à vos directrices de rajouter des heures de présence de bébé. Ça se fait au niveau du terrain. Et il y avait aussi la possibilité de le faire au niveau du siège, de changer les déclarations au niveau centralisé. Donc, c'est un énorme sujet. Et la CNAF, la Caisse nationale des affaires familiales, a été alertée sur ce point bien avant mon enquête. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle est au courant que de groupes comme People and Baby font de fausses déclarations d'heures de présence de bébés. Elle a encore, jusque-là, jamais rendu ça public. C'était un système généralisé qui a duré pendant très longtemps. La question est de savoir pendant combien de temps encore on va le laisser perdurer. Ce que vous montrez justement dans cette enquête, vous le disiez avec la CNAF, c'est que beaucoup d'instances étaient au courant et n'ont rien fait, mais aussi qu'il y a vraiment une inertie des pouvoirs publics, que ce soit la PMI, mais aussi l'Inspection générale du travail, qui ont été alertées en vain. Donc on voit que d'une certaine manière, il y avait beaucoup d'instances qui auraient pu découvrir ce que vous avez découvert en menant votre enquête, mais qui n'ont pas été mobilisées en fait pour ça, quoi. Il y a plusieurs sujets. Il y a toujours, en tout cas, le sujet des instances de contrôle, il est fondamental parce que, évidemment, quand ces systèmes, ces dérives perdurent pendant si longtemps, chez People and Baby, c'est des acteurs qui ont 20 ans. Le sujet des pratiques d'optimisation des coûts, des fausses déclarations d'heures de présence de bébés, le sujet, de manière plus générale, de la gestion d'argent public, aussi de
des dettes de People and Baby, du fait qu'ils ne payaient pas ses fournisseurs, des clauses abusives dans les contrats faits aux familles. Bon, ça pouvait concerner l'inspection du travail, la DGCCRF, la PMI, les CAF. Quand ça dure pendant si longtemps, il y a toujours une responsabilité des autorités de contrôle. Elles ont bien du mal à l'entendre. Mais c'est pas normal qu'un certain nombre de ces faits soient rendus publics aujourd'hui après 20 ans. Il y a certaines instances de contrôle où c'est une question de manque de moyens ou de compétences. C'est le cas à la PMI où moi j'ai plusieurs témoins qui me rapportent qu'ils ont constaté, notamment un ancien formateur juridique des inspectrices PMI, inspecteurs, c'est souvent des femmes, me rapporte qu'il y a une baisse de compétences ces dernières années avec des profils qui ont moins d'outillage au niveau économique et juridique. Sauf que pour voir certaines fraudes, moi j'ai pu le constater, si vous n'avez pas un œil, une expertise un peu comptable, un peu gestionnaire, un peu financière, c'est très difficile à voir. Bon, il y a ce manque de compétences et puis plus généralement, il y a d'ailleurs un manque, une défaillance au niveau du fonctionnement. C'est-à-dire, c'est des instances qui fonctionnent beaucoup en silo. La PMI du Var, elle ne discute pas avec la PMI d'Île-de-France. Et donc, c'est très difficile de découvrir que derrière, il y a des systèmes. Il y a des systèmes, que ce n'est pas des incidents localisés. Bon, la PMI du Var, elle va voir qu'il y a un problème de suroccupation dans ces crèches autour de chez elle. Peut-être qu'elle parlait avec toutes les autres PMI, elle verrait qu'il y a un problème de suroccupation dans toute la France pour ce groupe. Et elle se rendrait compte que ce n'est pas de l'ordre de l'incident isolé, c'est de l'ordre du système. Ça, comme il n'y a pas de pilotage national, ils n'arrivent pas à voir ça. Il y a ce sujet-là, et puis il y a le sujet, j'en parle, du poids de l'élu local, c'est-à-dire qu'il y en a certaines qui se plaignent que même quand elles font leur travail à fond, qu'elles découvrent des choses et qu'elles émettent des recommandations pour mettre en place des sanctions, voire des fermetures administratives, il arrive que l'élu local bloque parce qu'il faut retrouver des places pour les familles qui n'ont pas d'autres modes de garde, parce qu'ils ont besoin du privé, donc ils ne veulent pas l'attaquer frontalement. Enfin, vous dites qu'il ne faut pas emmerder le privé. Exactement. Il y a le poids de l'élu local. Et pour les CAF, c'est un autre sujet. Je sais qu'ils sont très agacés que je raconte les choses de cette manière. Mais il y a ce sujet, notamment des fausses déclarations d'heures de présence de bébés. Et la CNAF a été alertée par certains fonctionnaires, notamment il y a le témoignage d'un ancien directeur de la CAF du Nord. Bon, il s'est rendu compte, après inspection, il y a déjà plusieurs années, qu'il y avait quelque chose, il le raconte comme ça, dans le rapport qui a été fait, de l'ordre du système de fausses déclarations d'heures de présence de bébé. Il a transmis le dossier à la CNAF, il a relancé plusieurs fois, pas de retour. Il s'est étonné de ce manque de réaction. Bon, pourquoi on n'a pas rendu ça public ? Peut-être parce que la CNAF avait qu'une peur, c'est que du coup, ça fragilise encore un peu plus le mode de financement qu'elle avait mis en place. Et donc, peut-être qu'elle préférait ne pas rendre ça public. Toujours est-il qu'on a laissé faire un acteur pendant plusieurs années qui, au final, est allé dans le mur et qui se retrouve aujourd'hui endetté, en crise, appartenant à un fonds de dette britannique. Et oui, il y a une responsabilité des autorités de contrôle dans ces dérives et dans le fait surtout qu'elles aient duré pendant si longtemps. Et une telle fuite en avant, parce que à la fin du livre, justement, vous faites le parallèle entre ce qu'ont vécu énormément de professionnels, d'enfants dans ces crèches, en termes de souffrance, en termes de précarité, de manque de moyens, etc. Et à côté, Christophe Durieux et sa femme, qui se sont constitués un énorme patrimoine immobilier, notamment en rachetant des crèches et en touchant un loyer de la part de People and Baby. Donc, vous estimez ce patrimoine immobilier entre 100 et 150 millions d'euros, donc avec plus de 70 locaux. Vous parlez aussi du fait que ce couple a acheté des maisons ou des villas à Bali, à Saint-Barthélemy, une propriété en Grèce, etc. et mène un train de vie assez délirant. Vous terminez votre enquête par ces lignes. Ce livre a été écrit pour mettre un terme à ces pratiques et faire en sorte qu'elles ne se reproduisent plus. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des différentes commissions d'enquête, les auditions auxquelles vous avez participé, notamment au Sénat ? Et pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour mettre fin en fait, à ce système low cost de la petite enfance ? Alors, plus que ce que j'attends moi, c'est qu'est-ce qu'attendent les familles, qu'est-ce qu'attendent les auxiliaires de puériculture, qu'est-ce qu'attendent les directrices et plus largement les... Je le dis parce que vous êtes devenu un peu le porte-parole à travers le livre. Tous les acteurs de ce secteur, s'ils témoignent,
et notamment s'ils le font en leur nom, c'est parce que, et c'est toujours une manière de s'exposer et de prendre des risques, s'ils le font, c'est parce qu'ils espèrent, comme d'ailleurs ce qui a pu se passer après les Fossoyeurs, qu'il y a une sorte d'électrochoc et que ça oblige les pouvoirs publics à s'emparer du sujet. C'est là tout le sujet, c'est de voir, et là, les médias aussi ont un rôle important parce que ça ne bouge. Il y a une notion de rapport de force. Les pouvoirs publics souvent ne bougent que parce qu'ils sont poussés par la société, par les médias. Il y a une forme de pression qui les oblige à agir. Et il y a aujourd'hui des sujets. Il y a le sujet People and Baby avec ses dérives. Et donc, il faut vérifier que c'est la réalité de ces pratiques aujourd'hui et y mettre un terme. Et plus globalement, il faut questionner cette dynamique du low cost qu'on a abordée et plus largement cette problématique du mode de financement. Ça va être important, effectivement, que les députés mettent en place des missions d'information, voire des commissions d'enquête pour aller au bout du sujet, parce qu'il faut aller au bout du sujet pour ensuite le régler. Et ça va demander une remise à plat totale du fonctionnement de ce secteur. Et il y a certains points qui ne vont pas être simples. C'est-à-dire que, notamment sur le low cost, quand vous avez des mairies qui se sont mal habitués, c'est-à-dire qu'ils se sont habitués à des prix autour de 3 000 €. Il y a certains aujourd'hui qui préconisent de revenir à une gestion en direct. Mais quand vous êtes passé à 3 000 € et qu'on vous dit non pas de revenir à des prix autour de 8 000 € en choisissant d'autres opérateurs avec des prix plus normaux, mais qu'on vous dit passer en gestion directe, vous allez passer de 3 à 15 000 €. Vous allez multiplier ce budget-là dans l'ensemble du budget municipal. Par berceau, je précise d'ailleurs. Vous allez faire x5 dans votre budget. Il y a plein de mairies en France où c'est pas possible. Donc, évidemment, il va falloir mettre fin au low cost sans pour autant remettre des prix autour de 15 000 € parce que c'est pas possible. Et il y a... à un moment où, en plus, le gouvernement dit vouloir baisser la dépense publique. Exactement. Et où les collectivités territoriales se plaignent d'avoir moins de recettes et de plus en plus de compétences à gérer. Donc c'est un sujet compliqué où il va falloir déconstruire, réhabituer à mettre des prix normaux. Vous savez, c'est un peu l'exemple, même si on en est loin, de ce qui s'est passé dans la presse. On est allé au départ sur Internet. Les principaux médias mettaient en ligne leurs articles gratuitement. Tout le monde s'est habitué à consommer l'information de manière gratuite. Et puis un jour, on a dit, mais attendez, si on n'est pas payé pour ces articles, on ne peut pas faire fonctionner nos journaux. Et donc, il a fallu réapprendre aux consommateurs à payer pour l'information. Et bien là, il va falloir réapprendre, et notamment aux mairies, aux collectivités territoriales, aux ministères, réapprendre ce que c'est qu'un prix normal, ce qu'un prix raisonnable pour qu'une crèche puisse fonctionner convenablement et qu'on puisse mettre les effectifs suffisants et qu'on puisse mettre les investissements suffisants dans la nourriture, dans les consommables, dans tout un tas de sujets. Donc ça va être un vrai sujet sur déconstruire ce low cost. Et encore une fois, une des solutions, et c'est pas moi qui l'apporte, au moins pour stopper cette dynamique, on peut imaginer mettre en place un prix plancher. C'est de dire, voilà, en dessous d'un certain prix, on ne peut pas vendre une place de crèche en France. Pour ce qui est du mode de financement, il y en a beaucoup qui préconisent de mettre en place non pas une tarification à l'heure, mais au forfait. Il y a des systèmes, notamment en Allemagne, qui ont l'air de fonctionner beaucoup mieux. C'est-à-dire, c'est à la journée. Il n'y a pas cette notion de tarification à l'heure. Donc, une mère peut ou un père récupérer son enfant 2 heures plus tôt. Ça ne change pas les recettes de la structure. Et c'est beaucoup plus sain pour les enfants et pour les professionnels. Et d'ailleurs, en Allemagne, il y a un autre système, c'est que les badgeuses, ce n'est pas les familles qui le portent. Ce n'est pas les familles qui badgent, c'est les professionnels. Et ça permet un autre élément, c'est que du coup, on peut contrôler, l'administration peut contrôler en direct si les ratios ne sont pas respectés. Et si ce n'est pas respecté, il n'y a pas de dotation publique à la fin du mois. Bon, il faut savoir regarder ce qui fonctionne ailleurs et il va falloir qu'effectivement l'administration apprenne à se remettre en cause. Merci beaucoup, Victor Castanet. Merci à vous. C'est la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre l'étendue de ces révélations, leur complexité aussi. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Je le rappelle, Blast est un média indépendant qui existe grâce aux dons et aux abonnements. Alors pour nous soutenir, rendez-vous sur blast-info.fr. À très vite sur Blast.